Merci pour cette présentation. Bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, nous allons commencer. Donc, cette présentation va être assez longue. Comme il n'a pas été prévu de diffuser de film, là, nous avons du temps. Donc, on va pouvoir approfondir le sujet. Et il y aura du temps pour un débat avec la salle. Donc, vous aurez aussi du temps pour poser vos questions. Allons-y donc. Le cœur de cette présentation, c'est sur les effets positifs d'une alimentation végétale pour la santé. Alors j'ai mis 100% végétal, mais si c'est partiellement végétal, ça a aussi un effet bénéfique. Et j'ai aussi, comme j'avais beaucoup de temps pour présenter, j'ai élargi cette présentation aussi au comment, aux risques de carence, etc. Voilà. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est de vous transmettre un savoir qui est assez peu diffusé, il faut le dire. Ça ne se veut pas comme étant vouloir vous restreindre vos choix, mais au contraire les élargir en offrant des possibilités nouvelles. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vrai choix sans information honnête et complète. Et si on a une information partielle sur les choses, du coup, ça limite nos choix. Or, nos choix alimentaires sont limités par plusieurs facteurs. Ils sont limités tout simplement par la disponibilité des aliments. Ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Les habitudes prises dans l'enfance. Aussi les prix. Voilà, il y a une distorsion des prix, des subventions, notamment par la politique agricole commune, ont tendance à modifier les prix et on peut avoir une tendance naturelle à aller vers ce qui est le moins cher. Il y a aussi des fausses informations qui circulent. Alors ça aussi, c'est une atteinte à nos libertés de choix alimentaires. Donc cette présentation a juste la modeste prétention de faire avancer le débat sur le sujet, de mettre sur la place publique des données relativement peu diffusées. Alors, comme par certains aspects, ce travail original ne dit pas exactement la même chose que ce qui est dit couramment dans les médias grand public, c'est la moindre des choses que je vous explique la méthodologie que j'ai utilisée pour faire ce travail. Donc en fait, j'interroge une grande base de données médicales qui s'appelle Medline et on utilise des mots-clés. Alors ça ne marche pas exactement comme Google. En fait, il y a un dictionnaire de termes limitatifs. Et lorsque un bibliothécaire qui gère la base de données Medline indexe un article, en fait, il applique des thèmes à l'article scientifique. Il dit, voilà, cet article, par exemple, il va parler d'hypertension, cet article, il va parler du cancer du côlon, etc. Et grâce à ce système de marquage, système de balise en quelque sorte, on peut retrouver beaucoup plus facilement les articles. Donc je vous ai mis la balise que je vais utiliser en bas. Voilà, il y a à peu près 3500 références scientifiques sur le sujet. Il suffit de les lire, ça permet d'avoir une idée sur le sujet. Je vous ai mis à l'écran des exemples de références scientifiques. Donc la matière première de l'information, c'est en fait des articles scientifiques qui sont publiés dans des revues médicales à comité de lecture. Et c'est à partir de ça ensuite qu'on fait des synthèses. C'est un gros travail, mais il faut le faire. Si on veut faire un travail exhaustif et honnête, il faut prendre son courage à deux mains et lire ce type de revue. Alors, je vais commencer par le comment avant d'expliquer les bénéfices. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de gastronomie. Je pense qu'après cette conférence sur le stand qui est à la sortie, vous pourrez trouver des informations plus précises sur vraiment la cuisine au quotidien, des idées de recettes. Là, on va plutôt s'intéresser aux ingrédients. Quels sont les ingrédients de base qui ont la prétention d'être bons pour la santé? En fait, c'est assez facile de s'alimenter juste pour survivre. Voilà, si l'objectif c'est de vivre relativement correctement jusqu'à 60 ans, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances en nutrition. En mangeant à sa faim, pas complètement n'importe quoi, en mangeant à sa faim, même des aliments très médiocres, on peut arriver à survivre sans trop de difficultés jusqu'à l'âge de 60 ans. Bon, la difficulté, c'est de trouver des aliments qui
ont la prétention d'être bons pour notre corps, ont la prétention de diminuer les fléaux de santé publique dont on va parler après, on va détailler. Hypertension, diabète de type 2, excès de cholestérol, obésité, différents types de cancers, maladies cardiovasculaires. Alors, lorsque on fait des études épidémiologiques, on essaie d'isoler tous les facteurs. C'est pas facile. On essaie de mettre en évidence des aliments qui augmentent l'espérance de vie ou font baisser les fléaux dont je viens de parler. Eh bien, on a réussi à isoler quelques groupes alimentaires dans le règne végétal qui ont cette prétention. Alors, j'ai mis, donc ça devrait être utilisé le plus possible comme base pour faire des recettes de cuisine. Alors, d'abord, les légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs, soja. Bien sûr, les légumes, mais les végétariens ne mangent pas que des légumes. Il ne faut pas manger que des légumes. Mais ça participe à une bonne santé. Les céréales, alors pas les céréales dans le sens céréales au petit déjeuner, céréales au sens agronomique du terme, blé, maïs, riz et d'autres céréales. Les fruits. Aussi les oléagineux, à savoir tout ce qui est noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, graines de lin, graines de courge, graines de tournesol. Ça, c'est des aliments très bons pour la santé qui sont sous-utilisés. Auxquels on peut ajouter aussi les champignons, les épices, les herbes aromatiques. Voilà les ingrédients de base qui devraient être à la colonne vertébrale de notre alimentation, en tout cas sur le plan végétal. Alors, je vais aller assez vite sur la première partie. Je fais une présentation en fait des points forts de ces ingrédients de base. Les légumes, c'est bien pour contrôler son poids parce que ça contient très peu d'énergie. Voilà, il y a très peu de lipides, glucides, protéines dans les légumes. Ça peut être aussi un problème si on est en sous-poids. Il faut mettre la pédale douce sur les légumes si on a des problèmes de sous-poids, ça existe. Mais inversement, si on a plutôt une tendance au surpoids, introduire des quantités larges de légumes dans l'alimentation, c'est vraiment très positif. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans les légumes? C'est riche en fibres alimentaires, on ne mange pas assez, riche en minéraux, calcium, fer, les vitamines, sauf la vitamine B12. Les phytonutriments, ce sont des sortes de médicaments naturels qui ne rentrent pas directement dans le métabolisme, mais qui ont des effets positifs, qui ont des effets anti-cancer, anti-inflammatoires. Les antioxydants sont des types particuliers de phytonutriments. Voilà, ce sont des molécules qui ont la propriété de neutraliser les radicaux libres. Alors, je vais définir ce que c'est l'indice glycémique. Avec une définition assez simple, je ne vais pas être trop technique. C'est la capacité d'un aliment à faire monter haut le taux de sucre, ce qui est plutôt négatif. Et les légumes permettent de diminuer cette montée du sucre. Si par exemple vous adorez les frites, si vous voulez manger directement des frites en commençant par ça, le sucre va monter très vite dans le sang, mais si vous, avant ou en même temps vous mangez des légumes, ça va modérer cet effet. Ensuite, les légumineuses. Les légumineuses, là j'insiste dessus. Je sais qu'on n'en consomme pas beaucoup, que ça a beaucoup décliné, qu'il y a des inconvénients, que le temps de cuisson est plus long, etc. Donc évidemment, on a des contraintes, tout ce qui fait qu'on ne peut pas toujours consommer. Mais lorsqu'on a l'occasion, il faut vraiment en profiter parce que ce sont des aliments absolument extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de si extraordinaire? Donc, je vous rappelle que c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs, fèves, soja. Il y a d'autres légumineuses qui sont peu consommées par l'homme. Par exemple, la luzerne, c'est une légumineuse, mais bon, pas un lapin, on n'allait pas manger la luzerne. Mais c'est possible. Alors, c'est un groupe qui est à la fois très intéressant sur le plan nutritionnel, mais aussi sur le plan agronomique, puisqu'il a la capacité de fixer l'azote de l'air. Et en fixant l'azote de l'air, il enrichit naturellement le sol. C'est-à-dire que les plantes qui produisent des légumineuses, les plantes qui sont des légumineuses qui produisent des gousses
qui contiennent ce qu'on mange en général sous forme de lentilles, haricots, pois chiches, fèves. Ça évite d'utiliser des engrais grâce à cette capacité de travailler en symbiose avec des bactéries qui peuvent fixer l'azote. Alors, c'est le groupe alimentaire qui est le plus riche en protéines, à la fois en quantité et en qualité. C'est un parfait substitut de viande. Il n'y a même pas besoin de faire d'association en fait. Alors, c'est également riche en glucides, très pauvre en lipides, beaucoup de fibres alimentaires, très bonne source de calcium, très bonne source de fer, de zinc aussi. Et ça a une efficacité prouvée pour diminuer les risques de diabète de type 2. Voilà. Ce que n'est pas capable de faire les céréales. Ce qui est riz blanc, pâtes, pain blanc n'a pas la capacité à diminuer les risques de diabète de type 2. Au contraire. Voilà pour les légumineuses. Les céréales, je vous ai mis quelques photos. Une photo de riz noir et de maïs. En soi, ce n'est pas un mauvais aliment. Il y a beaucoup de céréales qui sont plutôt bonnes pour la santé. Malheureusement, nous avons pris l'habitude de raffiner de manière excessive. Et ce qui a pris la majorité du marché, c'est le riz blanc, c'est le blé raffiné sous forme de farine blanche. Et à partir de cette farine blanche, on va faire du pain. Et les formes raffinées posent un certain nombre de problèmes, notamment de faire trop monter le taux de sucre après les repas. Et malheureusement pour nous, c'est ce qui est majoritaire dans la culture. Dans la culture, ce qui est majoritaire, c'est le pain blanc. C'est le riz. Les pâtes, eh bien, ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Les pâtes, contrairement au pain et au riz, il ne faut pas trop monter le taux de sucre après le repas. Il faut monter, bien sûr, hein, mais pas autant. On ne sait pas si mal que ça. Quand c'est possible, il vaut mieux privilégier les formes complètes des céréales. Là aussi, je suis très conscient du fait que la disponibilité est moins bonne, et on peut ne pas aimer le goût. Et aussi, les formes complètes aussi peuvent être plus riches en pesticides. Du coup, si on prend la forme complète, à ce moment-là, il vaut mieux la prendre sous forme biologique. Lorsque vous raffinez les céréales, donc le raffinage des céréales, ça consiste à enlever l'écorce. Vous enlevez les micronutriments, comme le zinc, le fer, le chrome. Vous enlevez aussi des fibres alimentaires, vous enlevez des vitamines, vous augmentez l'indice glycémique, et vous gardez essentiellement les glucides et les protéines. Je vous rappelle que dans les céréales, il n'y a quasiment pas de lipides. Et donc, vous avez tendance à détériorer l'aliment, mais c'est la pratique majoritaire. Quand vous pouvez, vous avez intérêt à utiliser du riz complet ou du riz noir. Sorgho, orge aussi, c'est des bonnes céréales. Il y a aussi marche noire. Les fruits. Dans les études épidémiologiques que j'ai étudiées, en fait, la seule forme de fruit qui a la prétention d'être bonne pour la santé, ce sont les fruits en leur forme entière. Alors, par exemple, dans les jus de fruits, on pourrait se dire que le jus de fruits, c'est plein de vitamines, c'est pas un antioxydant, donc il va y avoir des bénéfices pour la santé. Eh bien, en fait, non. Ça n'a pas la prétention d'augmenter l'espérance de vie, les jus de fruits. Si on veut vraiment tirer tous les bénéfices du fruit, il faut le consommer sous la forme entière. Alors c'est peut-être aussi à cause du fructose. Le fructose, contrairement au glucose, le fructose c'est le sucre du fruit, il ne peut pas se stocker sous forme de glycogène. Le glycogène c'est la forme de réserve des sucres. Le fructose, lorsqu'on va en consommer trop, directement, il va devoir être stocké sous forme de graisse. Ça ne pose aucun problème si on le consomme sous forme entière. Lorsque c'est inclus dans un fruit, le fructose est libéré lentement, ça ne pose aucun problème. Par contre, sous forme de sirop, par exemple, sous forme isolée, c'est une catastrophe. Les fruits, c'est la meilleure forme de dessert que l'on connaisse actuellement. Je crois que c'est un des rares desserts qui a la prétention de diminuer les risques de cancer. C'est riche en vitamines et en minéraux, en phytonutriments et en fibres alimentaires. Ne favorise pas le diabète, mais ça ne protège pas non plus le diabète, à part quelques rares exceptions. Voilà pour les fruits. Alors maintenant, on va parler d'un autre groupe sous-utilisé et mal aimé. Je pense qu'il y a deux groupes alimentaires sous-utilisés qu'on devrait plus utiliser, c'est les légumineuses. Et enfin, le deuxième, ce sont les oléagineux. Alors pourquoi les oléagineux ont tendance à être mis de côté? C'est parce que c'est vrai qu'ils sont très énergétiques. Il y a énormément de calories dans les oléagineux parce qu'il y a très peu d'eau.
C'est vrai que la majorité des végétaux, en fait, sont composés d'eau. Vous prenez un concombre, par exemple, le concombre, c'est quasiment que de l'eau. On a plus de 80% d'eau. Les oléagineux, il y a très peu d'eau et il y a beaucoup de lipides, très peu de glucides, beaucoup de protéines aussi. Et donc, c'est vrai que le nombre de calories, ça va très vite. Si vous consommez 1 kilo de cacahuètes, c'est colossal au niveau de la quantité d'énergie. Mais ce qu'on conseille, c'est de consommer maximum 30 grammes par jour. Si on a une consommation raisonnable, ça ne pose aucun souci au niveau de la prise de poids. Ça peut être utile pour ceux qui veulent prendre du poids. On parlait tout à l'heure de ceux qui ne devaient pas abuser des légumes parce que sinon ils risquaient de rester en sous-poids. Voilà, ils peuvent se rabattre sur les oléagineux. Les oléagineux contiennent tous les macronutriments nécessaires à la vie, les protéines, les glucides et les lipides. Pas beaucoup de glucides, surtout des protéines et des lipides. Ils nécessitent beaucoup de préparation particulière et ils ont comme point fort d'être très riches en micronutriments. C'est le record dans le règne végétal pour le zinc, par exemple. Et tout ça ne sont pas des données théoriques. On a remarqué que la consommation de viande avait tendance à augmenter la mortalité cardiovasculaire. Par contre, les oléagineux baissent la mortalité cardiovasculaire. Ça a été reconfirmé par une étude qui a été publiée il y a 3 jours, que je vais vous montrer après. Je vais vous montrer à la fin quand je vais reparler des protéines. Donc pour baisser les risques de maladies cardiaques et la deuxième cause de mortalité, on a vraiment intérêt à manger des oléagineux, tous les oléagineux, noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, avec une mention spéciale pour les noix qui ont la chance d'être riches en oméga 3, et aussi une mention spéciale pour les graines de lin, les graines de chia. Voilà, quelques règles d'optimisation. Bien sûr, tout ça ne pourra pas être appliqué tout le temps dans toutes les circonstances, simplement un idéal dans lequel on essaie de tendre. S'il y avait une règle d'or, qui est aussi valable d'ailleurs pour les produits d'origine animale, il vaut mieux privilégier les aliments peu ou pas transformés. Regardez ce que vous mettez dans l'assiette et posez-vous la question, est-ce que ça ressemble, en tout cas au niveau des ingrédients de base, est-ce que ça ressemble à ce que l'aliment était au départ ou est-ce que c'était complètement dénaturé? Si c'était complètement dénaturé, il y a des risques pour que l'aliment ne soit pas très bon pour la santé. Alors, un des fléaux de notre alimentation moderne, c'est le fait que les aliments sont tellement transformés que les glucides sont déjà prédigérés. Le principe de la digestion, ça consiste à découper en petits morceaux les aliments. Mais il arrive que vous mangez des aliments qui soient déjà prédécoupés. Je vous donne un exemple. Pour le sucre simple, plutôt que les molécules de glucose soient sous forme de polymères, forme attachée les unes aux autres, c'est déjà prédécoupé. Du coup, ça va faire un afflux de sucre dans le sang et ça pose des problèmes pour la santé. Donc, le fait de privilégier des aliments qui font peu monter le taux de sucre après les repas, aliments dits à indice glycémique faible, c'est très important pour rester en bonne santé. Ça ne nous a pas échappé qu'il y a de nombreuses années, beaucoup de gens ne faisaient absolument aucun effort pour maîtriser leur poids, mangeaient tout ce qu'ils voulaient, et malgré ça, ils ne grossissaient pas. Et c'est expliqué en grande partie par le fait que naturellement, les aliments bruts, peu transformés, non transformés, contiennent relativement peu d'énergie pour un certain volume, mais les procédés industriels mettent de côté les fibres alimentaires qui ne contiennent aucune énergie. Et on a tendance à enrichir les aliments avec du sucre, avec des lipides, et les aliments industriels sont devenus démesurément enrichis en énergie et ça favorise beaucoup la prise de poids. En version biologique, c'est beaucoup mieux. C'est pas toujours possible, évidemment. Mais quand on a le choix, quand on a la possibilité et le budget, il ne faut pas hésiter, puisque l'intérêt est majeur à la fois pour soi-même, mais aussi à la fois pour les autres, puisque les personnes qui habitent à la campagne sont exposées directement aux épandages de pesticides. Très important aussi négligé, c'est le ratio oméga 6 et oméga 3. Donc les oméga 6, ce sont des types particuliers de lipides. Les oméga 3, ce sont un autre type particulier de lipides. On peut fabriquer nous-mêmes tous les lipides, à partir des sucres, à partir d'autres lipides. Sauf 2 familles, les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 6, on n'en parle pas tellement parce qu'on en mange trop, du coup, on ne se préoccupe pas spécialement de les trouver. Par contre, les oméga 3, la plupart d'entre nous ne consomment pas assez. Alors, une question qui passionne les foules, c'est la question des carences. Alors, toute alimentation a ses points forts et ses points faibles. L'alimentation parfaite n'existe pas. Suivant le mode alimentaire qu'on choisit,
on va avoir des facilités, plus de difficultés pour trouver tel et tel nutriment, mais il faut relativiser les choses. Pour ceux qui choisiraient une alimentation plus végétale, voire complètement végétale, souvent l'une des principales craintes, ce sont les carences. Et donc j'essaie d'avoir une vision la plus objective, la plus honnête et la plus précise possible sur le sujet. Et on a perdu de vue une notion qui n'est pas du tout popularisée, c'est en fait les carences dont nous souffrons presque tous. Dans la population générale, si dans cette salle on fait des prises de sang à 100 personnes, si on analyse, on va s'apercevoir que 10% d'entre nous sont carencés en vitamine B9, 30% d'entre nous sont carencés en vitamine C, près de 80% d'entre nous sont carencés en vitamine D. Plus il va y avoir du soleil, plus ce taux va baisser, mais en plein hiver, c'est là où il y a le plus de carence en vitamine D. Alors, je ne l'ai pas mis dans le tableau, c'est issu de l'étude française Suvimax qui a été publiée dans les années 2000, une étude assez célèbre, qui a fait beaucoup de boulot à l'époque. Et il y a aussi beaucoup de carences en magnésium, 70% de carences en magnésium. Théoriquement, devant de tels problèmes, il devrait y avoir une campagne de santé publique active pour résoudre toutes ces carences qui améliorerait notre santé à tous. Ce n'est pas fait, alors pourquoi? Ça, c'est des mystères, mais c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de carences dans la population générale. Donc la nutrition de tout le monde est largement améliorable. Alors, il ne faut pas perdre. Il y a dans l'alimentation 100% végétale ou partiellement végétale, il y a des nutriments qui sont plus faciles à trouver. La vitamine B9, c'est moins de carences chez la végétarienne. La vitamine C, c'est plus facile à trouver. Le magnésium est également plus facile à trouver parce que le magnésium se trouve dans tout ce qui est vert. En fait, ce qui fait que les légumes verts sont verts, c'est la couleur de la chlorophylle. Et la chlorophylle est verte à cause des ions de magnésium que la chlorophylle contient. Les fibres alimentaires, ce sont des types particuliers de sucre qu'on ne peut pas digérer, mais qui sont très importants pour rester en bonne santé. Et sachez qu'en moyenne, on consomme 10 grammes de fibres alimentaires par jour, alors que l'optimum, nous alentours de 30 grammes. Donc on est presque tous aussi carencés en fibres alimentaires, ce qui pose des problèmes, de constipation et de cancer du côlon. Et toutes ces carences, on devrait lutter contre et on n'en fait pas assez. Alors il y a aussi des carences qui sont communes à tous les modes alimentaires. La vitamine D, c'est lié à l'alimentation. Alors, il y a un peu plus de carence en vitamine D chez les végétariens et végétaliens. J'ai découvert ça récemment d'ailleurs, je n'avais pas pris conscience de ça, mais en fait il y en a un peu plus. Mais il y a énormément dans la population générale, il y a déjà 80% de carence en vitamine D dans la population générale. Et alors ça c'est surtout lié au manque d'exposition au soleil. Et les oméga 3, là aussi, il y a des carences généralisées parce que les aliments contenant les oméga 3, il n'y en a pas tant que ça. Il y a les poissons gras dans le règne animal, et puis il y a tout ce qui est noix, graines de lin, graines de chia, huile de colza, soja, graines de chanvre, mais finalement ça ne fait pas tant que ça, il n'y a pas tant d'aliments que ça. Alors dans le règne végétal, l'huile de colza c'est une des sources d'oméga 3 qui a le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc voilà les carences qui sont dans la population générale. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des nutriments plus difficiles à trouver dans une alimentation végétale, ça c'est vrai. S'il y avait une seule chose à retenir, c'est par rapport à la vitamine B12. Alors là, c'est vrai que trouver la vitamine B12 en règne végétal, c'est un défi. Là, c'est vraiment le point faible des alimentations végétales avec un F majuscule. À tel point que si on choisit pour une alimentation 100% végétale, il est plus que prudent de se supplémenter, donc soit avec 25 microgrammes par jour, 25 à 100 microgrammes par jour de B12, ou des 1000 microgrammes par semaine. Alors la quantité par semaine n'est pas cette fois la quantité quotidienne parce que l'absorption n'est pas linéaire. L'absorption elle se fait à 50% lorsque vous consommez une petite quantité de vitamine B12, et puis vous absorbez beaucoup moins, vous n'absorbez plus que 0,5 à 1% lorsque vous consommez une dose massive de B12, d'où cette curiosité. Ce n'est pas une exclusivité des végétariens ou véganes, la carence en B12. On le trouve aussi beaucoup chez les personnes de plus de 60 ans, parce qu'avec le temps, le tube digestif vieillit.
En vieillissant, on a plus de difficulté à absorber la vitamine B12, même en mangeant des produits animaux à tous les repas, on peut quand même manquer de vitamine B12, donc ça peut être utile aussi de s'en préoccuper. Et de procéder à un dosage d'acide méthylmalonique, qui est plus performant que le dosage de la vitamine B12, pour savoir si on rentre dans cette catégorie-là ou pas. Donc, les carences, globalement, il y en a moins dans la population générale, mais par contre, il y a beaucoup plus de carences en vitamine B12. C'est vrai chez les végétariens, et surtout végétaliens, il faut s'en préoccuper. Ah, il y a aussi d'autres nutriments plus difficiles à trouver, le zinc, l'iode, le calcium, c'est plus difficile à trouver. Mais ça se trouve, on peut y arriver sans technologie, en sélectionnant des aliments riches. Alors par exemple, pour le lait, vous avez les algues. Pour le calcium, il y a des aliments végétaux riches en calcium, comme choux, brocolis, amandes, figues, certaines eaux minérales riches en calcium. Toutes les eaux minérales ne sont pas riches en calcium, mais certaines le sont. Donc c'est faisable sans faire appel à des suppléments. Alors, maintenant la question des protéines. En fait, c'est un faux brevet. On ne peut pas ne pas en parler parce que ça intéresse beaucoup les gens. On s'est beaucoup pris la tête. On a cru à tort pendant longtemps que les protéines étaient un point faible, mais en fait c'est un point fort. J'en parlerai après en parlant des maladies cardiovasculaires. Alors déjà, où trouver ces protéines? Tout simple. Vous en avez un peu dans les fruits et dans les légumes, mais il y en a très peu. Bien sûr, il y en a dans les produits d'origine animale. Pour les végétariens, ils sont trouvés dans les œufs et dans les produits laitiers. Les végétaliens ou véganes, eux, se limitent uniquement aux végétaux. Donc, ils ont 3 grandes sources de protéines végétales. Les légumineuses, qui est vraiment la meilleure source de protéines végétales. Ensuite, la deuxième meilleure source, je dirais que ce sont les oléagineux. Et la troisième source, ce sont les céréales. Et bien, on peut tout à fait couvrir tous ces besoins facilement, simplement en mangeant à sa faim, sans connaissance extraordinaire. Si on mange régulièrement un peu de ces 3 sources, on va arriver facilement, sans calculer, sauf les cas particuliers. Est-ce qu'on peut être carencé en protéines? Oui, chez les grands brûlés, oui, chez l'anorexique. Chez les personnes âgées, ça peut arriver. Parce que lorsqu'on a plus de 70-80 ans, les besoins en protéines augmentent, on les absorbe moins bien, les besoins peuvent augmenter, mais en général, c'est une dénutrition globale. La carence en protéines chez la personne âgée, c'est dans le cadre d'une insuffisance d'alimentation globale. Parce que l'insuffisance en protéines isolées, c'est vraiment très rare. C'est lorsqu'on fait des erreurs alimentaires grossières. C'est rare, mais il arrive que certaines personnes pensent que le végétarisme consiste à ne manger que des légumes. Alors si on fait ça, là effectivement l'apport en protéines va être trop faible. Mais c'est rare les personnes qui font ça. Voilà pour les protéines. Alors la qualité des protéines, là je fais l'impasse sur ce diapositive parce que je vais vous présenter une étude après sur le sujet. Et alors, quels sont l'intérêt des protéines végétales? En fait, on mange rarement les protéines qui sont isolées. Ça existe, les isolats de protéines. Il faut les consommer dans un cas très particulier. Mais quand vous mangez une source de protéines, vous mangez un aliment entier. Et vous allez manger autre chose que la protéine. Et c'est très important de connaître les propriétés de ceux qui associent à la protéine animale ou végétale. Donc quand vous mangez des protéines végétales, vous allez manger beaucoup moins de lipides, plutôt positifs. Et quand vous mangez des lipides, c'est des lipides de meilleure qualité. Donc, ça participe à la bonne santé de ceux qui mangent plus de protéines végétales. Il n'y a pas de fibres alimentaires dans les produits d'origine animale. Ça explique les carences en fibres alimentaires. Comme la consommation de produits animaux a explosé, leur équivalent végétaux a plutôt diminué, mais du coup on a vu se développer dans la population une carence en fibres alimentaires. Alors en mangeant des protéines végétales, eh bien, ça va améliorer cette situation de carence en fibres alimentaires. Alors ça c'est assez technique, mais dans les protéines végétales, il y a plus d'une acide amine dont on parle très peu. On en parle très peu parce qu'on peut le fabriquer nous-mêmes. Cette acide amine s'appelle l'arginine. Et l'arginine, c'est un précurseur qui sert à fabriquer du monoxyde d'azote. Alors je ne sais pas si dans cette salle il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui connaissent des gens qui souffrent d'angine de poitrine. Lorsqu'on souffre d'angine de poitrine, le cardiologue vous prescrit un médicament qu'on appelle les dérivés nitrés. C'est une marque comme ça, mais je ne vais pas pour faire de la pub, la Dispray par exemple. C'est très connu.
eh ben, on peut en fabriquer naturellement nous-mêmes à partir de l'arginine. Donc si on mange des protéines riches en arginine, on va fabriquer nous-mêmes la substance qui permet aux artères de mieux se dilater. Et ça, c'est très favorable à la santé cardiovasculaire. Alors, après, c'est une petite présentation sur le comment et sur les carences à éviter. On va maintenant se concentrer sur les bénéfices pour la santé. Alors, quel bénéfice espérer si on végétalise son alimentation, que ce soit partiellement ou complètement? Alors, je vous ai fait une petite liste non exhaustif des principaux bénéfices de santé. Alors, c'est à la fois les bénéfices les mieux prouvés, puis c'est aussi ceux qui sont les plus significatifs. Par exemple, il y a une étude qui a montré que une alimentation végétarienne a diminué les risques d'appendicite. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc c'est un petit peu léger sur la zone scientifique. Et bon, l'appendicite, ça arrive, mais ce n'est pas considéré comme un fléau de santé publique parce que, heureusement, il y a un traitement radical qui est l'appendicectomie. Je considère que ce n'est pas un fléau, que ce n'est pas si grave que ça, c'est désagréable, mais ce n'est pas si dramatique que ça. Du coup, je ne l'ai pas mis sur la liste. Mais voilà les fléaux contre lesquels une alimentation végétalisée a la prétention de lutter. Obésité, hypertension, hypercholestérolémie. Donc hypercholestérolémie, c'est un peu technique, ça veut dire excès de cholestérol. Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, et enfin les cancers. Pas tous les cancers, mais certains cancers. Ça, ce sont vraiment des fléaux. Les principaux fléaux qui nous plombent, qui altèrent à la fois notre espérance de vie, notre qualité de vie. Et on va voir dans quelle mesure une alimentation végétalisée, partiellement, strictement végétarienne, voire strictement végane, diminue ses risques. Et aussi, on va expliquer de quelle façon. Alors, pourquoi ça a cet effet-là. Alors, on va d'abord parler du surpoids, de l'obésité. Bon, alors, c'est une constatation épidémiologique. Hein. Pour être tout à fait honnête, si on veut prendre du poids en étant vegan, c'est possible. Hein. C'est de plus en plus de produits transformés. Le fait d'être vegan, c'est pas une garantie pour perdre du poids. Mais ce qu'on a remarqué, sans faire exprès, des gens qui sont véganes ne font pas tellement attention, des gens qui sont végétariens ne font pas tellement attention, monsieur tout le monde ne fait pas tellement attention. On compare le poids de tout ce monde-là. Et alors, on a un indicateur qui s'appelle l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est un algorithme qui est censé estimer la masse grasse, c'est très approximatif. On prend le poids en kilos, on le divise par votre poids exprimé en kilos au carré. Alors, je vais vous donner un exemple de calcul. Si vous pesez 50 kilos et que vous faites 1,50 m, on fait 50 divisé par 1,5 au carré et on obtient notre indice de masse corporelle. Voilà. S'il est entre 18,5 et 25, on considère que votre poids est normal, inférieur à 18,5 de ton surpoids, supérieur à 25, entre 25 et 30 de surpoids, et supérieur à 30, vous êtes obèse. C'est très approximatif, il y a des méthodes plus précises, mais ça a le mérite d'être simple et rapide. Eh bien, cet IMC varie de 22,5 à 28,8 selon la catégorie. Et ce qui revient dans toutes les études, c'est qu'en moyenne, l'IMC des véganes est inférieur à l'IMC des végétariens, est inférieur à l'IMC des omnivores. Évidemment, bien sûr, ce sont des moyennes. Vous allez trouver des véganes qui sont très obèses, vous allez trouver des gens qui mangent de la viande qui sont très maigres. Il y a de tout. Mais en moyenne, c'est vrai que ça aide. Alors, souvent, sans faire exprès, puisque je suis dans ma consultation beaucoup de patients qui ont opté pour une alimentation végane, parfois en passant de l'alimentation classique à une alimentation végane, eh bien, sans faire exprès, il y a des personnes qui ont perdu 3, 4, 5 kilos, ils n'ont pas fait exprès. Donc, ça arrive. Alors, comment l'expliquer? Il y a plusieurs explications. L'explication la plus probable, c'est la moindre densité calorique. C'est-à-dire que souvent, lorsque les gens s'intéressent à l'alimentation végétale, ils se documentent, etc., ils se mettent à mieux manger, ils vont avoir tendance à manger des aliments qui sont moins denses au niveau des calories. Alors, ce que j'appelle la densité calorique. Par exemple, vous prenez 100 grammes de pommes, vous avez à peu près 50 kcal. Vous prenez 100 grammes de barres chocolatées, il y a à peu près 550 kcal, 10 fois plus. Donc c'est vrai que lorsque vous prenez des barres chocolatées, l'énergie est très concentrée, il y a beaucoup de lipides, beaucoup de sucre, donc très peu de volume.
et ça favorise beaucoup la prise de poids. Alors, il y a aussi une quantité plus importante de fibres alimentaires. Les fibres alimentaires dont j'ai parlé, là, qui sont des sucres indigestes, participent beaucoup à la satiété, participent beaucoup au fait de modérer le pic de sucre après un repas, et ils jouent un rôle majeur dans la lutte contre le sucre. C'est aussi une explication. Il y a aussi la sensibilité à l'insuline améliorée. J'aurais du mal à vous l'expliquer simplement. Mais l'organisme fonctionne mieux. Le glucose va arriver à pénétrer plus facilement dans les cellules que lorsqu'on mange moins de végétaux. Et ça favorise aussi la lutte contre l'obésité, parce qu'il vaut mieux que le glucose pénètre dans les cellules ou soit transformé sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, plutôt qu'il soit transformé sous forme de graisse. Alors maintenant, l'hypertension. Là aussi, c'est un flou. Beaucoup d'entre nous vont souffrir un jour d'hypertension. C'est plutôt une maladie qui intervient chez les personnes plus âgées, au-delà de 40-50 ans, mais ça arrive chez les jeunes. Eh bien, une alimentation végétalisée a la prétention de faire baisser les risques jusqu'à moins 40% suivant les études, ce qui est énorme. Moins 40%, pas négligeable. Alors, sur le long terme, alors c'est pas miraculeux. Si vous avez une tension à 200 mm de mercure, ce n'est pas la normalité simplement en devenant vegan, ce ne sera pas suffisant. Mais ça a la prétention de diminuer sur le long terme d'environ 5 à 10 mm de mercure. À la fois sur les tensions artérielles systoliques et diastoliques. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous allez chez votre médecin, vous prend la tension, qui vous annonce par exemple 12-8. Encore votre médecin vous annonce 12-8, ça veut dire que vous avez 120 mm de mercure de pression systolique lorsque le cœur se contracte, et 80 mm de mercure, qu'on simplifie on divise par 10, donc 8, pour mesurer la tension artérielle diastolique, c'est lorsque le cœur se décontracte. Voilà. Eh bien, vous pouvez perdre entre 0,5 et 1 point. C'est-à-dire que si vous aviez 15 de tension, vous pouvez passer à 14, simplement en modifiant l'alimentation, en ne prenant pas de médicaments. Alors, si on prend plus des médicaments, ça a un effet synergique, bien sûr. Et ce qui est intéressant, cet effet peut s'obtenir en quelques jours. Il y a des études de très bonne qualité, des études randomisées, qui ont été publiées dans les années 80, où on a demandé à des personnes qui avaient une alimentation tout à fait classique de manger une alimentation végétarienne, pas végane, une alimentation ovo-lacto-végétarienne pendant une semaine, et en quelques jours, la tension a baissé. Et après, lorsqu'ils ont repris une alimentation normale, la tension a remonté. Ça, c'est bien démontré. Après, il y a eu d'autres études qui ont confirmé cet état de fait. Alors, les explications sont multiples. On a essayé d'isoler un principe précis. Il y a une vingtaine d'études de près qui ont essayé d'isoler ce qu'il y avait dans les végétaux qui faisait baisser la tension. Et toutes ces études ont été des échecs cuisants. À chaque fois qu'on a espéré isoler un principe précis et en faire un médicament, l'étude s'est conclue que la substance isolée en question ne marchait pas. Donc on pense que c'est un ensemble de choses, l'addition de plusieurs facteurs qui fait que la tension baisse. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme facteur? Alors, les phytonutriments. On pense que les fruits et légumes contiennent un cocktail de phytonutriments qui sont des sortes d'anti-hypertension naturelle qui font baisser la tension. Alors aussi, le potassium. Le potassium a la capacité de faire baisser la tension. Or, c'est surtout les végétaux qui contiennent du potassium, donc ça doit aider. L'alimentation végétale, en général, pas toujours, mais en général, est un peu moins riche en lipides. Et donc, en mangeant moins de lipides, ça fait baisser la tension, car les lipides ont tendance à augmenter la tension artérielle en augmentant la viscosité du sang. Voilà les explications possibles de ce phénomène. Alors maintenant, on va parler du cholestérol. Alors ça, le cholestérol, c'est important parce que c'est le plus gros marché en chiffre d'affaires pour l'industrie pharmaceutique. Je pense que ça va être un jour dépassé par la cancérologie, malheureusement. Le nombre de boîtes, c'est le Doliprane ou équivalent qui est le plus vendu. Mais par contre, en chiffre d'affaires, en tout cas en ville, c'est une classe de médicaments qu'on appelle les statines, qui sont les plus vendus. Eh bien, opter pour une alimentation 100% végétale, c'est un effet absolument spectaculaire sur la baisse du cholestérol. Alors,
Alors, il y a énormément d'études publiées sur le sujet, là on en est à plusieurs centaines. Alors, sur le sujet de l'hypertension, par exemple, hypertension, végétarisme, il doit y avoir peut-être 30 études sur le sujet. Mais là, il y en a au moins, je pense qu'il y en a entre 200 et 300. Et moi-même, je suis beaucoup de véganes en consultation. Et rien qu'avec la prise de sang, j'arrive à voir si la personne est végane ou pas. Parce que lorsque les gens sont véganes, le LDL, le mauvais cholestérol est très bas. Souvent, il est inférieur à 1 gramme par litre spontanément, sans prendre aucun médicament, sans l'avoir fait exprès. À part le fait d'avoir fait exprès d'être végane, bien sûr. Et cette façon de faire, c'est aussi efficace que les statines pour faire baisser le cholestérol. Alors, ça peut être intéressant si par exemple vous supportez mal les statines. Parfois, ça peut donner des douleurs musculaires. Bon, et ben, sachez qu'il n'y a pas que les médicaments dans la vie. La nutrition aussi, ça peut être thérapeutique. Et le plus important, ça diminue concrètement le risque d'infarctus du myocarde. Parce que faire baisser le cholestérol, ce n'est pas un but en soi. Ce qui est important, c'est de faire baisser la mortalité cardiaque. Et le fait de végétaliser l'alimentation a cette capacité-là, je vais en reparler après. Alors pourquoi le fait de végétaliser l'alimentation fait baisser le cholestérol? Alors déjà, il y a une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas de cholestérol dans les végétaux. Alors pour être vraiment rigoureux, précis, il y a des traces. Mais alors c'est des quantités négligeables. C'est trouver du cholestérol dans les végétaux, c'est anecdotique. Donc forcément, si on ne mange pas avec du cholestérol, ça aide à le faire baisser. Dans ce cas-là, c'est le foie qui va fabriquer l'ensemble du cholestérol parce qu'on a besoin de cholestérol pour vivre. Heureusement, les véganes, c'est une démonstration vivante qu'il est possible de vivre sans consommer de cholestérol. On ne savait pas. Avant, il n'avait rien d'évident, mais après avoir étudié les populations véganes, on sait que c'est possible. La fabrication par le foie suffit. Les fibres alimentaires, ces fameuses fibres alimentaires si importantes pour la santé, qui sont donc des glucides impossibles à digérer, ou aussi la capacité à faire baisser le cholestérol par plusieurs mécanismes. Un des mécanismes, c'est un effet d'entraînement, un effet absorbant qui va entraîner le cholestérol dans les selles. Puis il y a d'autres mécanismes aussi très compliqués dont je sais pas l'explication. Alors, très intéressant aussi, parce que ça explose. Il y a une véritable explosion des cas de diabète de type 2. C'est un véritable fléau. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent au moins une personne diabétique dans la famille. Si ce n'est pas dans la famille, c'est au moins parmi les amis. Et là, autant ça peut être décevant sur certaines maladies, on va voir après, mais sur certains cancers, végétaliser l'alimentation est souvent décevant. Alors là, par contre, sur le diabète de type 2, l'effet est spectaculaire. C'est, suivant les études, sont de moins 30 à moins 60% de risque. Ça, c'est énorme. Moi-même, j'ai été surpris d'un effet aussi important. Et là, nous avons de nombreuses explications. Il y a un lien entre consommation d'acides gras saturés et diabète de type 2. Or, clairement, l'alimentation, plus on végétalise l'alimentation, moins il y a d'acides gras saturés. Ah, il y en a quand même. Parce que toute huile est un mélange d'acides gras de différentes natures. Mais il y en a moins. Aussi, il y a un fort lien entre les nitrites et le diabète de type 2. Alors, les nitrites, c'est ce qui donne la couleur rose de la charcuterie, la saucisson, le jambon, etc. Et alors, ça sert de conservateur, ça sert à colorer, mais là, l'effet toxique est assez important. Le nitrite, c'est vraiment une très mauvaise chose. Si on veut manger de la viande, si on adore la charcuterie, il faudrait faire comme les Danois, ne pas mettre de nitrite. Et malheureusement, ce n'est pas du tout dans la culture française. Le fer héminique qui est mis sur un piédestal, donc le fer issu de la viande, là aussi, semble être impliqué dans le risque de diabète de type 2. Et il n'y en a pas. Quand on est complètement vegan, il n'y a pas du tout de fer héminique. Il n'y a pas de fer héminique non plus dans les œufs, les produits laitiers. Donc même les ovo-lacto-végétariens ne consomment pas de fer héminique. Ils consomment du fer non héminique, mais pas du fer héminique. Il y a aussi la présence de perturbateurs endocriniens, de dioxines aussi dans la graisse de la viande qui pourrait expliquer ça. La plus grande, il y a un fort lien protecteur entre consommation de fibres alimentaires et diabète. C'est-à-dire que plus on consomme de fibres alimentaires, plus ça va aider. Alors d'un point de vue épidémiologique, surtout les oléagineux, les légumineuses, qui sont associées à une protection contre le diabète de type 2. Alors maintenant, on va parler des maladies cardiovasculaires, alors essentiellement de ce qu'on appelle les coronaropathies.
angine de poitrine, dans sa forme la plus grave, un infarctus. Donc ce sont des maladies où il y a une altération de la paroi des artères qui vont irriguer le cœur, qu'on appelle les artères coronaires. Donc ces artères vont diminuer de calibre. Et si le calibre tombe à zéro, eh bien, une partie du cœur ne peut être irriguée en sang, elle va nécroser. Là, c'est vrai que le fait de végétaliser son alimentation a un effet important. Moins que sur le diabète, mais suivant les études, il y a entre moins 20 à moins 30% de risque de développer un infarctus sur une période donnée qu'en ayant une alimentation traditionnelle. Alors, longtemps on a pensé que c'était parce qu'il y avait moins de cholestérol, moins de graisse saturée dans une alimentation végétarienne, que ceci expliquait la baisse des maladies cardiovasculaires, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Dans l'infarctus, il n'y a pas uniquement... Je pense qu'il n'y a pas uniquement les graisses qui sont impliquées, mais aussi c'est un phénomène inflammatoire. Et il y a peut-être une alimentation bien constituée, notamment riche en oméga 3, a un effet anti-inflammatoire qui va beaucoup à cet effet protecteur. Je pense que la vision qu'on a sur l'athérosclérose, qui est la maladie de foie qui altère toutes les artères, pas simplement l'artère du cœur, ces notions sont très simplistes et probablement dépassées. Et c'est à revoir. En tout cas, une constatation épidémiologique qu'il y a une baisse de mortalité par infarctus. Alors, justement, il y a quelques jours est sortie cette étude où on a remarqué que les protéines animales avaient tendance à augmenter la mortalité cardiovasculaire. Et par contre, les protéines végétales ont tendance à diminuer cette mortalité cardiovasculaire en isolant tous les autres facteurs. Alors ça, c'est intéressant. On pensait que c'était surtout les lipides qui avaient cet effet-là, et en fait, on a découvert que les protéines en elles-mêmes avaient un effet sur l'appareil cardiovasculaire. Alors, dans cette étude, l'étude qui est sortie il y a quelques jours, il était surtout mis en évidence l'effet positif des oléagineux. Voilà, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, c'est un effet positif sur le cœur qui est absolument extraordinaire. Alors, on avait une autre étude qui était sortie il y a 2 ans, qui avait montré aussi cet effet-là, mais aussi avec d'autres sources de protéines végétales, notamment les légumineuses. Voilà une étude qui est sortie dans la JAMA Internal Medicine, que je tiens à votre disposition d'ailleurs, je l'ai apporté sur notre clé USB, et d'autres études. Il y a des gens qui veulent récupérer une partie des études que j'ai utilisées pour rédiger cette présentation, c'est avec plaisir. Voilà. Et c'est assez révolutionnaire en fait, cette étude qui est sortie en 2016, et l'étude qui sort depuis 5 ans. Pendant très longtemps, on a vécu dans l'idée que les protéines végétales ça marchait, mais pour même les protéines animales, c'était quand même mieux, c'était supérieur. Alors maintenant, actuellement, cette notion on vole complètement en éclat. Des études qui montrent que les protéines, parfois c'est la protéine animale, la protéine végétale fait jeu égal, mais dans d'autres circonstances, la protéine végétale est supérieure. On n'a pas mis en évidence de cas de figure où la protéine animale était supérieure dans la vraie vie. Alors, dans les prouvettes, ça c'est autre chose, hein. Mais dans la vraie vie, les protéines végétales ont un effet sur la santé qui est meilleur. Alors maintenant, on va parler des cancers. Alors là, pour le cancer, je le dis tout de suite, c'est décevant. Ça part sur le papier, théoriquement, il devrait y avoir moins de cancers dans plusieurs localisations. Et alors, heureusement, les études ne montrent pas qu'il y a une augmentation des cas de cancer, c'est pas à ce point-là, mais ça ne semble marcher que sur le cancer colorectal et sur le cancer de la prostate, c'est déjà pas mal. Aussi, ça marche aussi sur le cancer du pancréas, c'est moins convaincant. Alors, est-ce que c'est à cause d'une exposition, une surexposition à certains pesticides? Fort possible. Parce qu'en fait, dans les études, on mélange tout, hein. Bio, pas bio, etc. On n'a pas isolé ce facteur-là. Mais par contre, là, c'est clair qu'il y a une forte diminution du risque de cancer colorectal. Ça a d'ailleurs été rappelé par l'OMS en octobre 2015, qui a ressorti une synthèse sur le sujet. Ça a été beaucoup médiatisé, mais on le savait déjà depuis 20 ans. Et donc c'est sûr que si vous vous mettez à végétaliser votre alimentation, vous vous protégez en grande partie du risque des cancers du côlon. Ça marche très bien. Pareil pour la prostate. Alors, ça c'est évidemment réservé aux hommes, hein. Les dames n'ont pas de prostate, c'est une partie de ça. Et malheureusement, ça n'a aucune prétention sur le cancer du sein. C'est décevant. Une alimentation végétarienne ou végane
même partiellement végétalisé, n'a pas la prétention de diminuer les risques de cancer du sein. Alors, il y a beaucoup de ces notions qui sont connues déjà depuis 15-20 ans. On a découvert en 2011 que ça diminuait aussi fortement le risque de cataracte. Alors ça, j'en parle souvent parce que c'est toujours bien d'avoir un test global, mais pendant très longtemps, on a cru qu'une alimentation 100% végétale était dangereuse. Alors, il y a longtemps, même on pensait qu'il fallait absolument manger de la viande pour vivre. Et en 1995, une amie m'a montré un vieux reportage de 1995, où on montrait une végétarienne en train de préparer sa cuisine. Et un médecin, je n'ai pas retenu son nom, mais à l'époque, un médecin sans rire, lui disait que c'était impossible et qu'elle allait mourir. Elle est toujours vivante. À 65 ans, maintenant, la végétarienne de naissance, elle est toujours vivante. Mais dans les années 95, beaucoup de médecins pensaient que si on arrêtait de manger de la viande, on allait mourir. Maintenant, il y a encore beaucoup de médecins qui pensent ça par rapport aux produits animaux. Il y a beaucoup de médecins qui vont vous dire, si vous pouvez arrêter de manger de la viande, mais par contre, si vous arrêtez les produits laitiers et les œufs, vous allez mourir. Alors, justement, cette étude, qui est la plus grande, qui a essayé d'étudier le sujet, répond à cette question. Alors, il y a d'autres études que je vais montrer après, d'ailleurs. Là, c'est la seule étude qui est grande et qui a étudié le cas spécifique des véganes. Alors, cette étude n'a pas du tout la prétention de prouver que c'est la meilleure alimentation, parce qu'il faudrait reproduire l'étude plusieurs fois pour avoir les idées claires. Mais beaucoup de nutritionnistes, de diététiciens vont vous dire que le végétarisme c'est dangereux. Et il y a un critère de jugement qui est très pertinent et exigeant en médecine, qui est la mortalité globale, toutes choses confondues. Si vous mettez à beaucoup boire, beaucoup d'alcool par exemple, pour beaucoup fumer, ou si vous mettez à dormir 3 heures par nuit parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes stressé, si vous avez un comportement de santé très dangereux, vous allez voir augmenter la mortalité globale, toutes choses confondues. Vous aurez plus de chances de mourir. Voilà. Pas très joyeux, mais c'est efficace comme critère. Donc si le végétarisme est dangereux, on devrait constater une augmentation de la mortalité. Alors, ça a été étudié sur une période de 6 ans. Ça a été publié dans le JAMA International Medicine en 2013. Et on a suivi 73 000 personnes qui avaient différents modes alimentaires, je ne les ai pas tous mis d'ailleurs. Et je ai mis quelques-uns, donc des gens qui mangeaient de la viande, comme tout le monde, presque tout le monde, des véganes, des lacto-végétariens. Et cette étude a complètement fait exploser l'idée comme quoi c'était dangereux. Parce qu'en fait, par rapport à ceux qui avaient une alimentation traditionnelle, il y avait 15% de mortalité en moins par rapport à ceux qui avaient une alimentation classique. Du coup, cette idée comme quoi c'est dangereux ne tient pas du tout la route. En tout cas, si on fait ça bien, si on se supplémente en vitamine B12. Si on ne se supplémente pas en vitamine B12, là, c'est différent. En fait, depuis assez longtemps, on savait que le végétarisme, donc ovo-lacto-végétarisme, était bien. Là, je vous ai présenté 4 études. Je vous présente sur les diapositive 4 études. Donc, les études les plus pessimistes montraient qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Il n'y avait pas de modification de la mortalité globale, toutes choses confondues. Et on avait 2 études qui montraient que les ovo-lacto-végétariens vivaient plus longtemps. Donc déjà, on savait depuis avant ça que le végétarisme était viable et probablement bénéfique. Alors, ça c'est pour expliquer pourquoi les véganes iraient mieux que les végétariens. Question complexe. Alors, c'est difficile d'avoir les idées claires sur le sujet. Je reconnais humblement que je n'ai pas fait d'études vraiment exhaustives sur le sujet. C'est un gros travail que je n'ai pas fait. Mais je suis tombé sur cette référence intéressante. Je pense qu'il y a un très grand manque d'honnêteté intellectuelle sur la question des produits laitiers, parce que beaucoup de recherches sont financées par des fonds privés, notamment pas exclusivement, mais provenant beaucoup de Danone et Nestlé. Et du coup, on sait qu'il y a une forte corrélation entre les résultats de l'étude et son financeur. Et lorsque le financier, c'est Nestlé ou Danone, et la probabilité pour que le résultat soit défavorable, c'est assez faible. Et je ne sais pas par qui elle a été financée honnêtement, mais cette étude inquiétante du British Medical Journal de 2014, c'est une équipe suédoise qui a montré ça. Et dans cette étude-là, toutes les études ne montrent pas ça, hein, mais dans cette
Dans cette étude-là, une consommation élevée de lait était associée avec une mortalité globale toute confondue et un taux de fracture plus élevé. Et aussi des niveaux plus élevés de stress oxydatif, de marqueurs de l'inflammation. Ce n'est pas une étude qui comparait les non-consommateurs de lait, de vache, et les gros consommateurs de lait. On comparait en fait un verre de lait de vache par jour, 2 par jour, 3 par jour. Et en fait, dans cette étude, plus on consommait de lait de vache, plus on voyait la mortalité globale augmenter, donc c'est plutôt inquiétant. Alors, en conclusion, une alimentation 100% végétale, bien menée, ou partiellement végétale, a un intérêt pour diminuer les risques des principaux fléaux de santé publique. Et donc il faut sortir du paradigme dominant, comme quoi le végétarisme est un danger. Il faut au contraire le voir comme un régime protecteur, en tout cas s'il est bien mené. Bien mené, c'est utiliser essentiellement les 5 grands groupes alimentaires que je vous ai présentés, légumes, légumineuses, fruits, oléagineux, céréales complètes, auxquels on peut ajouter champignons, épices, herbes aromatiques. Et je vais un petit peu sortir le domaine de la médecine. Il y a aussi un intérêt sociétal, qui n'est pas que la santé dans la vie. Et une grande affaire aussi, c'est qu'il faut, en moyenne 10 kilocalories d'aliments d'origine végétale pour produire une seule kilocalorie d'aliments d'origine animale. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, plus on consomme de produits d'origine animale, plus on gaspille les ressources. Et vu ce qui nous attend, vu les défis qui risquent de nous tomber dessus dans le futur, c'est important, même si on n'est pas très motivé pour aujourd'hui, maintenant, diminuer sa consommation de viande, simplement d'avoir cette connaissance qu'il est possible de s'en passer, ça peut aider. Si un jour la viande vient à manquer, ça peut aider à la survie de savoir que ce n'est pas nécessaire à la santé. Et lorsqu'on diminue la consommation de viande, on fait œuvre utile pour l'intérêt général, parce que non seulement on va diminuer la pollution, en consommant moins de ressources, mais aussi je pense qu'on va améliorer la stabilité géopolitique dans le monde, parce que lorsqu'on consomme beaucoup de ressources, ça incite à aller chercher les ressources des voisins, ça incite à faire la guerre chez les voisins pour récupérer des ressources. C'est quand même plus sage d'être raisonnable au niveau de sa consommation. Voilà, ce sera ma conclusion. Donc maintenant, on va passer à une séance de questions-réponses. Alors, je vois qu'on a un micro mobile. Je pensais qu'il était sur la table, il doit être parfait. Alors Stéphane, tu vas le faire circuler. Alors, soyez pas timide, si vous avez des questions, levez la main, on va vous donner le micro. Alors, j'ai une première question ici. Je voulais que tu rappelles, juste, je crains de ne pas avoir très bien compris sur la B12, il vaut mieux en consommer des petites doses chaque jour plutôt qu'une grosse dose. Moi, par exemple, j'utilise la 1000 2 fois par semaine. Est-ce que tu peux réexpliquer ça, s'il te plaît ? Bien. En fait, il y a un manque d'études sur le sujet. Non seulement il y a du flou sur les quantités, est-ce qu'il vaut mieux prendre une grosse dose 1 fois par semaine ou un petit peu tous les jours ? Il n'y a pas d'études qui permettent de répondre vraiment à cette question. On ne sait pas, mystère. Mais si on est prudent, on essaie d'être prudent en médecine. En général, plus on imite la nature, moins on a de risque de se planter. Il vaut mieux imiter la situation historique. La situation historique, c'est quoi ? C'est de manger un petit peu de vitamine B12 tous les jours. Donc je pense que les petites doses, un peu tous les jours, c'est plus pratique. Sauf qu'il faut être pragmatique et que les comprimés faibles non dosés, ils sont rares. Il n'y a pas de complément. C'est comme ça, les comprimés dosés à 25 microgrammes, il n'y en a qu'un sur le marché, c'est Vegone. On arrive parfois à trouver des comprimés à 100 microgrammes, 250, il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt les comprimés à 500 microgrammes ou à 1000 qui sont les plus disponibles. Bon, c'est comme ça. Mais je pense que si on peut prendre un petit peu tous les jours, c'est mieux. Voilà, dans le cas majoritaire. Alors après, il y a des cas particuliers, notamment les personnes âgées. Plus on avance en âge, plus on a besoin de prendre une quantité importante de B12 parce que le tube digestif absorbe moins bien. Il y a des situations où on peut être amené à prendre 500 microgrammes, voire 1000 tous les jours. Ça peut arriver. Aussi, alors, je ne vais pas poser la question, mais il y a plusieurs formes de vitamine B12. Il y a ce qui est majoritaire, c'est la cyanocobalamise.
Il y a aussi la méthylcobalamin, la dénosylcobalamin, l'hydroxycobalamin. Et en fait, on ne sait pas quelle est la meilleure forme. Naturellement, dans l'alimentation, c'est l'hydroxycobalamin et la méthylcobalamin qui sont présentes. Je pense qu'il vaut mieux manger ces formes-là, pour les mêmes raisons, mais il n'y a rien qui a été démontré de manière formelle en comparant des groupes. Pourquoi il n'y a pas eu de recherche? Parce que c'est considéré comme un sujet mineur, il n'y a pas de profit à faire, la vitamine B12 ça coûte quasiment rien, donc c'est quasiment impossible de monter une grande étude sur le sujet. Voilà. Je voulais savoir si tu faisais une différence entre, dans les produits laitiers entre le lait, les yaourts, le fromage, quand tu dis pour la mortalité et les fractures, en quantité. La dernière étude, 1 verre, 2 verres, 3 verres, c'est juste sur le lait. Mais la plupart des gens, ils me disent par exemple, moi je ne consomme pas de lait, mais des yaourts, 1 yaourt, 2 yaourts, 3 yaourts par jour. Est-ce que c'est aussi risqué de manger des yaourts, du fromage, que du lait? J'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. En fait, dans l'étude là, que j'ai présentée, l'étude qui a été faite par cette équipe suédoise, publiée dans le British Medical Journal de 2014, ça ne portait que sur le lait de vache liquide. Ça ne prenait pas en compte la consommation de fromage ou de yaourt. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont différents. Par exemple, dans le yaourt, il y a pratiquement plus de lactose. Mais quand même, les produits laitiers ont cette propension malheureuse à concentrer les polluants, notamment la dioxine. Donc, bon voilà. Mais comme je l'ai dit dans ma présentation, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Je n'ai pas épluché des centaines d'études sur le sujet pour avoir des idées vraiment claires, comme je l'ai fait pour les alimentations volacto-végétariennes et véganes. Alors, il y a 2 semaines, c'est le professeur Henri Joyeux qui est venu à Orléans. Et donc, lui, il a dit clairement que les yaourts, c'est ça qui causait les cancers du sein et de la prostate. Donc il disait, voilà, 2 yaourts par jour et puis vous aurez un cancer du sein. Alors, pour le cancer de la prostate, oui, j'ai beaucoup d'études sur le sujet. Ce qui est vrai, c'est que dans les produits laitiers, il y a une hormone qui s'appelle IGF-1, Insulin Growth Factor de type 1. Donc c'est vrai que la consommation des produits laitiers augmente les risques des cancers de la prostate. Ça, j'ai vu beaucoup de publications sur le sujet. Mais dans mes souvenirs, dans ces publications, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient distingué yaourt, fromage, lait sous forme liquide. Et je ne saurais pas dire si l'un est plus ou moins facteur de cancer de la prostate que l'autre. J'avoue que je n'ai pas étudié ça à ce niveau de détail. Voilà. Et aussi, on peut dire aussi que tous les laits ne se valent pas. Aux États-Unis, c'est pire parce qu'ils utilisent un produit qui s'appelle le Posilac, qui est une hormone de croissance. Il y a beaucoup plus d'IGF-1 dans le lait américain que dans le lait français. Dans le lait français, il y en a aussi beaucoup parce qu'ils ont sélectionné des races qui produisent beaucoup de lait, mais un lait qui contient beaucoup plus d'IGF-1. Du coup, plus le temps passe, plus c'est pire, plus le lait devient volatile. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à un aliment qui est présenté comme très riche en fibres, c'est le konjac. Je voulais savoir un petit peu votre regard sur ses qualités nutritionnelles, parce que c'est assez nouveau, entre guillemets. Ah, là, c'est la colle. Moi-même, je ne connaissais même pas l'existence de cet aliment. Alors, combien de grammes de fibres sur 100 grammes, vous savez? Non. C'est quoi, c'est lui? C'est une merde. C'est présenté comme ça. Ah, c'est pas mal. Moi, j'ai une petite question sur le lait acidifiant, en fait. Je ne sais pas si vous en avez parlé au début. Pas du tout, non, je n'ai pas du tout parlé.